Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à vous d'être au rendez-vous de cette émission Grands Enjeux. Mardi, nous allons aussi aborder un nouveau thème avec, pour inviter, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bonsoir. C'est mon devoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je me porte bien vous-même. Ouais, ça va. D'accord. On rend grâce à Dieu. Dieu merci. Je voulais rappeler aux téléspectateurs que ce soir, nous allons parler du nouveau code foncier adopté par les députés à l'Assemblée nationale et surtout des avantages de ce nouveau code foncier. Nous ferons un plein d'œil de ce quatrième-là qui a été inauguré par le chef de l'État, c'était le 31 mai dernier. Et nous parlerons également de passage de l'immeuble qui s'est écoulé au grand marché de Lomé avec le patron de ce département qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, d'abord on commence par là. Le 1er juin, si je ne me trompe pas, un immeuble a cédé au grand marché de Lomé. Où en est-on actuellement? Parce qu'on nous parlait de 2 morts, 3 morts. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait dans ce sens? Merci beaucoup. Effectivement, l'immeuble à cet niveau s'est écoulé causant des morts et des blessés. Et quand le gouvernement a été informé, très rapidement, le ministre de la Sécurité, des infrastructures et moi-même sommes rendus sur les lieux pour constater les faits. Du coup, le gouvernement a apporté un secours aux victimes et les blessés étaient évacués à l'hôpital où le gouvernement a débloqué des fonds pour leur prise en charge. Les morts, nous les déplorons, mais je voudrais faire remarquer que les recherches ont révélé que ce bâtiment s'est écoulé par imperfection dans sa réalisation. C'est le lieu d'inviter nos populations à se conformer à la loi en ce qui concerne l'obtention des permis de construire avant d'entreprendre les chantiers. C'est ça. Ce que nous avons constaté, c'est que ce chantier, en 2011, le propriétaire avait obtenu un permis de construire pour 5 niveaux. Et nous avons constaté que, allant au-delà de ce qui a été autorisé, il est allé à 7 niveaux. Et curieusement, c'est ces 2 niveaux qui ont cédé. Donc nous profitons de cette opportunité pour inviter nos concitoyens sincèrement à se conformer à la réglementation en matière de construction. Il va falloir donc multiplier ces campagnes de sensibilisation pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. On va également avec cette question surprise, 4e lac inauguré. Et voilà, on a vu dans les journaux un phénomène qui s'est produit. Et puis votre nom également a été cité, on a parlé de 47 millions qui ont pris un autre chemin. Vraiment, il faut que les téléspectateurs puissent être éclairés sur ce sujet et on continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, merci pour cette question. Bon, nous banalisons souvent, sincèrement je banalise cette question, mais comme vous avez posé la question, je serai obligé de vous éclairer. Bon, en fait, le 31 mai passé, le 4e lac a été inauguré. Ouais, c'était le jeudi, jeudi. Le jeudi. Oui. Et donc, vous savez, un budget a été élaboré. Et le budget était de 47 millions. Oui. Et quand on parle d'inauguration d'un événement aussi important comme celui-là, il faut... Qui doit être fait par le chef de l'État. Et je crois qu'il faut être praticien pour savoir ce qui se passe. Mais je voudrais vous dire que le budget de 47 millions, le montant total qui a été dépensé pour la réalisation de ce projet n'atteint pas 32 millions. Parce que pour faire une activité, on élabore un budget. Et il y a des aspects prévisionnels. Bon, ce budget est supporté par l'entreprise Eiffage qui a accepté d'elle-même de participer à concurrent de 20 millions. Et le ministère de l'Urbanisme a adressé des lettres à des sponsors, des partenaires qui ont contribué à hauteur de 11 500 000 francs CFA.
Ça n'atteint pas même... donc le total qui a été engagé dans l'inauguration, nous sommes à 31 millions poussière. N'oubliez pas que les 3 apatams et la réception, tout ça là, couvrait déjà, l'apatam couvrait déjà 14 millions et quelques de francs CFA. Bon, y compris tout ce qui a contribué au succès de cette inauguration. Non, je dis, et nous comprenons l'intention de certains journalistes. Et nous pensons que nous n'allons pas nous divertir, nous distraire par ces choses. Et le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef d'État, est engagé à atteindre un objectif précis. Et ce n'est pas si... Vous ne vous laissez pas distraire. Non, distraire pas ces choses. Nous avançons et tête haute pour l'atteinte de nos objectifs. Les objectifs. Voilà. Alors, le nouveau code foncier a été adopté également. C'était le mardi dernier, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire. Oui. Monsieur le ministre, pourquoi un nouveau code maintenant pour les Togolais? Oui. Qu'est-ce qui motive l'adoption de ce nouveau code? Oui, je voudrais profiter de cette opportunité pour dire merci au gouvernement togolais qui, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, a su identifier le domaine foncier comme l'une des priorités où il était nécessaire d'assainir un champ ou assainir qui nécessite un assainissement, parce que les transactions foncières dans notre pays laissent couler beaucoup d'encre, mais également faire de la terre un vecteur de développement économique à travers l'agriculture. Vous convenez avec moi que l'agriculture représente à elle seule 40% du PIB national. C'est ça. Alors, et pour répondre à votre question, je dirais que devons-nous parler d'un nouveau code foncier? C'est à vous de nous dire. Voilà. Parce que... On doit parler de quoi alors? Jusqu'ici, notre pays n'a pas un ancien code pour parler d'un nouveau. Bon, c'est là où je voudrais relever la nuance. Donc c'est pour dire que jusqu'ici, notre pays évolue comme ça, a des tests épars. Je voulais faire référence au décret de 1906 et quelques tests épars. C'est ça. Et le décret également de 1926 qui régissait le domaine et l'ordonnance de 1974. Bon, c'est des tests épars. Donc il n'y avait pas un code, parce qu'en réalité, au Togo en tant que tel qui régit le domaine. Donc il était nécessaire à un moment donné de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre. Et donc de faire un recueil de tous ces tests épars et en faire un document unique qui constitue alors le code foncier. Donc je dirais que c'est maintenant que notre pays dispose d'un code foncier dans le domaine foncier. Bon, maintenant, pourquoi le faire? Il était nécessaire de le faire dans la mesure où il fallait vraiment, comme je l'ai dit, assainir le domaine relatif aux transactions foncières et en faire un vecteur de développement économique. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui nous parlons des agropoles. Et donc on parle d'agropole, on parle d'agriculture. Et l'agriculture ne peut se faire que sur la terre. Et donc cette terre, vraiment, il faut la réglementer quant à ce qui concerne son usage pour que cela soit utile pour notre pays. Voilà. Quel est le contenu? On va lire rapidement. Quel est le contenu, monsieur le ministre, de ce nouveau code? Je dirais, quelles sont les grandes lignes de ce nouveau code? Les grandes lignes de ce nouveau code portent essentiellement sur les plus importants. C'est que ce code prévoit la création des institutions de réforme et de gestion foncière, et l'introduction des dispositions relatives à la copropriété par l'eau, le fonds de garantie et de dédommagement foncier, les mécanismes de régulation foncier
et de régulation foncière et de lutte contre l'accaparement des terres. Nous avons des exceptions liées à l'inattaquabilité du titre foncier parce que jusqu'ici, le titre foncier était inattaquable. Ah bon? Mais nous avons prévu aujourd'hui une exception. On peut attaquer le titre foncier si, dans une procédure judiciaire, une partie use de la fraude pour obtenir un titre foncier pour surprendre la justice. Dans ce cas précis, on peut attaquer le titre foncier. Bon, dans les autres cas, le principe d'inattaquabilité est maintenu. Nous avons ici prévu les immatriculations collectives. Aujourd'hui, pour immatriculer les terrains, une famille tout entière, propriétaire d'un terrain, peut demander que le titre foncier soit immatriculé au nom de toute la communauté. Nous avons également la garantie du droit de propriété coutumière. Nous avons créé également les associations foncières. Donc, les associations foncières... Tout cela, il faut nous expliquer, monsieur. Oui, les associations foncières, c'est un mécanisme qui permet à plusieurs propriétaires dans un milieu donné de se regrouper en association pour avoir une grande surface. Donc, cette grande surface permet de faire de l'agriculture moderne. Ça permet aux partenaires financiers de financer les activités et ça permet également d'avoir une grande surface qui permet de faire une agriculture moderne. Nous avons également la création des comités de gestion foncière à la base avec une implication marquée des chefs traditionnels. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et dans tout le processus, par exemple, de bornage contradictoire dans un milieu donné, on prend comme à Déticopé. Il faut que le chef canton ou le chef de village participe à ce bornage contradictoire. Et en plus des agents de l'administration. Parce que nous estimons que c'est les chefs traditionnels, les chefs d'un milieu, qui sont censés maîtriser tous les données relatifs à un terrain. Les limitrophes, les propriétaires. Donc leurs témoignages sont très importants pour nous. Mais également les chefs traditionnels participeront s'agissant des litiges liés au foncier rural. Et nous avons pris des mesures ou dispositions qui obligent, en cas de litige, qu'il y ait d'abord un règlement amiable auprès des chefs traditionnels. Ça évite que pour des litiges fonciers, nos populations rurales aillent au tribunal. Des fois, le montant de l'intérêt en cause, c'est 200 000, 300 000. Il dépasse plus de 300 000, 500 000 pour la fin du litige, alors que 80% des litiges sont vraiment liés au foncier. Donc nous avons voulu qu'on peut tenter de régler ça à l'amiable pour éviter des frais et la perte du temps. Devant la justice. Devant les chefs coutumiers. Mais si une partie n'est pas satisfaite de la décision du chef coutumier, il peut saisir la justice. Vous avez parlé de la création des institutions de réforme et de gestion. Là-bas, je n'ai pas bien compris. Vous faites allusion à quoi, monsieur le ministre? Nous faisons allusion à la création des institutions. Parce que le code foncier étant voté, il énumère les grands principes. Les grands principes qui vont régir ou réglementer la gestion foncière. Donc nous avons l'Agence nationale de gestion foncière, nous avons la commission interministérielle de la réforme foncière et domaniale. Ce sont des institutions qui vont voir le jour. Et mettre en œuvre toutes les dispositions contenues dans le code foncier. Parce qu'il y a également ces institutions et les normes, comment la politique foncière doit être mise en œuvre et implémentée sur le terrain. Donc il y a ces institutions qui vont prendre des dispositions, des mesures pour mettre en œuvre les grands principes contenus dans le code foncier. Nous avons également sur ce point prévu des mesures qui allègent la procédure d'immatriculation foncière, donc à travers la création d'un guichet unique. Vous savez, aujourd'hui, la gestion foncière est faite par plusieurs services.
Effectivement, j'allais en venir. Est-ce que vous voyez, elle ne fait pas plusieurs services. Et quand vous parlez de guichet unique, vous faites allusion à quoi? Nous faisons allusion à la centralisation de toutes les opérations liées au foncier à un service unique. Donc vous, si vous arrivez dans ce service, si vous demandez qu'on puisse faire pour vous un bornage contradictoire, les agents sont là-bas. Si vous demandez l'extrait de votre terrain, ils sont là-bas. Si vous demandez quelques renseignements, c'est dans le même service. Premier tampon. Premier tampon là-bas, deuxième tampon là-bas, troisième tampon là-bas. Et maintenant, les procédures d'immatriculation également, c'est là-bas. Donc, tous les services vont se concentrer en un seul lieu et éviter la perte du temps et la perte de frais et pour les citoyens. Nous avons également pris des mesures pour l'application effective des tests relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et puis, l'accès des étrangers aux fonciers et autres répondants et aux réalités de notre pays. Mais nous avons également pris des mesures pour que le principe de la prescription s'applique dans notre pays. Alors, la prescription, c'est quoi? Vous convenez avec moi que si vous achetez un terrain aujourd'hui, même si vous avez un titre foncier, ou vous avez des titres de propriété, et des enfants ou des petits-enfants de votre vendeur peuvent venir un jour pour vous dire que son père a vendu son terrain sans son consentement, ou que le terrain a été vendu à un prix modique. Ou bien, quelqu'un peut sortir qu'il fait partie également de cette famille et que la vente a été faite à son insu. Pendant qu'il était, par exemple, dans un pays étranger, il arrive 15 ans, 20 ans après pour vous dire que le terrain ne vous appartient pas. Donc la prescription acquisitive suppose que lorsque vous êtes sur un terrain et que vous en jouissez d'une manière paisible, publique, et qu'il n'y ait pas de problème, après 30 ans, personne ne peut plus attaquer votre droit de propriété. Après 30 ans. Et là, c'est la prescription ordinaire. Mais il y a une autre prescription que nous avons également prévue, la prescription abrégée. Et là, c'est 10 ans. Alors, pour bénéficier de la prescription abrégée, il faut que vous ayez acquis le terrain de bonne foi et que vous ayez un juste titre. Un juste titre suppose quoi? Suppose que vous avez un document qui vous a transféré la propriété du terrain. Par exemple, dans ce terrain, nous prévoyons que tout acte de vente doit être passé devant notaire. Désormais, avec ce texte, si vous allez acheter un terrain, il est exclu les jugements confirmatifs de vente et les documents privés. On n'achète plus les terrains comme les beignets. Non, mais le terrain, vous savez, depuis les anciens temps, nos grands-parents avaient même fait interdiction de vente de terrain. Parce que la terre est un objet sacré. Et on ne peut pas acheter le terrain comme des beignets ou des biscuits. C'est le fait de vous voyez dans un carrefour, vous prenez l'argent, puis vous sur un papier, et puis c'est fini. Donc c'est le fait que nous avons perdu ce caractère sacré de la terre qui cause les difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc nous pensons désormais que pour acheter un terrain, il faut vraiment des formalités, l'implication des notaires, qui sont des agents assermentés et peuvent faire toutes les vérifications. Et d'ailleurs, pour vendre un terrain aujourd'hui, il faut que le terrain soit immatriculé. C'est-à-dire que je ne peux pas... C'est ce que le terrain veut non, faire. non, je ne peux pas me permettre aujourd'hui, parce que j'ai 3 tampons sur mon terrain, ou bien j'ai un titre c'est-à-dire un contrat de vente pour dire que je veux vendre mon terrain. Il faut que le terrain soit immatriculé. Si je veux vendre mon terrain, je dois l'immatriculer. Bon, maintenant, la question peut se poser de savoir les formalités d'immatriculation. C'est pas compliqué? C'est compliqué, c'est long. Non. Je crois qu'avec la création des institutions et avec la création du guichet unique, tout sera fait. Le gouvernement même ou l'État même se chargera, lorsque vous voulez vendre votre terrain et que vous n'avez pas les moyens, de faire immatriculer le terrain pour vous. Et maintenant, au moment de la vente, l'État va défalquer sur le prix de la vente ce qui a été dépensé pour l'immatriculation du terrain pour vous. Et au niveau de ce guichet unique, il est prévu également que toute vente, l'État doit être impliqué. Les agents de l'État du foncier seront impliqués. Donc ce qui veut dire que si vous voulez vendre le terrain,
Votre terrain. Oui, votre terrain. Oui. Et pour payer le prix, il faut que les agents de l'État soient informés et que même ce soit l'État qui perçoit l'argent pour vous. Nous sommes d'accord. Et vous paie. Parce que, vous voyez... C'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Les transactions foncières aujourd'hui, si nous évaluons le montant, les millions que les transactions foncières génèrent et qui échappent au fisc, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut désormais que le gouvernement et l'État maîtrisent le flux financier en matière des transactions foncières pour lui permettre de percevoir les taxes. C'est-à-dire que j'ai 5 hectares. Vous avez 5 hectares, si vous voulez vendre, je dois passer par le gouvernement. Par le gouvernement. Si vous voulez payer, il faut que le gouvernement perçoive l'argent. Bon, votre contrat a déterminé le prix de vente. Oui. Le gouvernement ne va pas augmenter. Si je veux acheter le terrain à 5 millions, c'est à 5 millions. Mais les 5 millions seront payés auprès d'un service de l'État. Nous sommes d'accord? Et à partir de là... Et lui, il passe chercher son argent? Oui, il passe chercher son argent. Et là, l'État prend en même temps les taxes? Mais les taxes? Ah mais oui. Parce que nous voulons avancer, il faut que cela soit ainsi. Maintenant, si vous voulez vendre et que vous n'avez pas les moyens pour faire les titres fonciers, l'État engage des frais. Et vous faites tout le dossier? Tout le dossier. Donc, ce qui veut dire que le terrain est sécurisé. Ce qui veut dire que si j'achète un terrain immatriculé, il est difficile que quelqu'un vienne me dire un jour que le terrain là c'est pour lui. Puisque dans tous les cas, le titre foncier est notre régime, est le régime de l'immatriculation. Qu'est-ce qui fait qu'au Togo, le terrain n'appartient pas à l'État? Parce qu'ailleurs, le terrain appartient à l'État et bon, ces problèmes-là sont limités. Ici, dans toutes les communautés, chacun se lève, ça a le terrain. Est-ce que c'est pas ça aussi un autre problème? Bon, nous pensons que le fait que l'État, effectivement, ne soit pas propriétaire de la terre au Togo engendre des difficultés. Oui. Bon, mais néanmoins, il faut remarquer que cela provient du grand bouc allemand. Le fait que nous ayons vécu la colonisation allemande, donc la tradition foncière allemande a été imposée dans notre pays. Et donc, avec la colonisation française, nous avons continué dans la même logique. Bon, donc, aujourd'hui, c'est la même chose au Cameroun, où les pays où les Allemands ont mis pied, c'est le même régime. Mais nous disons que cela ne peut pas être un obstacle au gouvernement pour assainir le secteur. Voilà. Monsieur le ministre, on va évoluer rapidement. Vous avez parlé du guichet unique et de comment cela va se passer. Mais en quoi maintenant ce nouveau code va contribuer, non, sinon favoriser le développement du secteur agricole dans notre pays? Parce que quand on lit ce nouveau code, j'ai parcouru rapidement ce nouveau code, on voit un aspect qui aborde justement le développement du secteur agricole dans notre pays. Dites-nous, monsieur le ministre, comment cela va se passer. Comme je le disais tantôt, ce nouveau code a prévu des mesures. D'abord pour la création des associations foncières. Et j'expliquais que l'association foncière s'entend de la possibilité ou de la faculté pour plusieurs propriétaires terriens. C'est-à-dire que des gens ont seulement 1 hectare, 2 hectares, demi-hectare. Cela ne permet pas de promouvoir une agriculture moderne. C'est ça. Donc, ces personnes peuvent s'associer et regrouper tout leur terrain. Ce qui peut donner, par exemple, une superficie de 20 hectares, de 30 hectares, de 40 hectares. Donc, ils peuvent immatriculer le terrain au nom de cette association. Nous sommes d'accord? Et dans cette condition, ils peuvent bénéficier des prêts. Ou ils peuvent, dans cette association, acheter des tracteurs. Je ne peux pas acheter un tracteur pour aller mettre en valeur 2 hectares de terrain. Est-ce que vous voyez? Donc, et une banque ne peut pas vous m'accompagner pour 1 hectare et 2 hectares de terrain. Donc, vous voyez, donc il faut que les gens s'associent. Nous avons également mis l'accent sur le bail amphithéotique. C'est-à-dire technique, que, oui, le bail amphithéotique, c'est-à-dire que c'est un contrat entre un propriétaire et un exploitant agricole.
par lequel l'exploitant agricole dit je loue ce terrain pour 15 à 99 ans ou 50 ans par exemple. Donc ce qui garantit au bailleur et la mise en œuvre de ce terrain et ne court pas le risque que dans 5 ans, 10 ans, on viendra lui dire il faut quitter le terrain. Nous avons mis l'accent également sur ce que nous appelons les baux à plantation ou les baux à construction. Donc ça permet également aux entrepreneurs de louer un terrain, est-ce que vous voyez, sur une longue période, et il peut planter par exemple du café, du cacao, avec cette idée qui va l'exploiter pendant 40-50 ans. Donc il est assuré, et sur cette base, les bailleurs financiers également peuvent financer cette agriculture. Donc voilà autant de choses. Mais nous avons également pris des mesures pour lutter contre les spéculations. Vous voyez, des propriétaires ont acheté des terrains ruraux. Vous voyez, des propriétés de 50, 20 ou 10 hectares, même voire 100, 250 hectares, et ils ne les mettent pas en valeur. Et les terrains restent incultes. Bon, des mesures sont prises de telle sorte que s'il est constaté que le terrain n'est pas mis en valeur, l'État peut exproprier le terrain. C'est-à-dire l'État prend des mesures. D'abord, il demande à la personne de mettre son terrain en exploitation, en valeur. S'il ne peut pas, l'État prend le terrain et s'il trouve des exploitants qui peuvent mettre ce terrain en valeur, donc le mécanisme c'est que la personne est obligée de céder le terrain. Mais il cède le terrain sur la base d'un contrat de bail. C'est-à-dire à l'État? Non, à l'exploitant. Donc l'État servira d'intermédiaire entre quelqu'un ou un entrepreneur. L'État trouve un bailleur. Ou quelqu'un qui veut exploiter le terrain. Sert d'intermédiaire entre le propriétaire et cette personne, et il négocie les loyers, et dans cette condition la personne peut mettre le terrain en valeur. Donc on ne peut plus aujourd'hui avoir des hectares de terrain et sans les mettre en valeur. Et vous voyez, quand vous quittez Lomé pour aller à l'extrême nord du pays, vous voyez que les espaces sont vides. On pouvait les mettre en valeur comme dans les autres pays où vous traversez tu peux pas plusieurs villes. Débarquer, aller commencer par mettre en valeur parce que c'est la propriété des gens. Non. Vous voyez d'abord l'État. Oui, c'est ce que je dis. L'État identifie ces terrains et fait des publicités pour que les entrepreneurs agricoles puissent se prononcer et amener les propriétaires terriens et ses promoteurs à négocier un contrat. Donc ce qui veut dire que dans tous les cas, le droit de propriété, qui est un principe fondamental, n'est pas atteint. C'est-à-dire on ne récupère pas le terrain du propriétaire, mais on l'oblige à l'exploiter. Pour participer aussi au développement économique de notre pays. Donc comme c'est un bail qui est conclu, ça dépend de la durée que les parties arrêtent, et la propriété du terrain peut devenir à cette personne après et à la fin du bail. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous allez au centre-ville, vous trouverez des terrains vides au centre-ville. Vous trouverez des immeubles à côté des cases rondes. Vous me permettez les termes. Est-ce que l'État a pris des dispositions pour que, par exemple, on prend le quartier administratif, on dit, dans ce quartier administratif, c'est des immeubles de 3 ou 4 niveaux. On prend par exemple Agouaï, on dit, Sogo Suto, c'est les immeubles de 2 ou 3 niveaux. Est-ce que l'État a pris des dispositions pour réglementer cela? Vous allez voir quelqu'un qui est au 7e étage, il regarde son frère à côté qui est en train de se doucher. Mais vous ne voyez pas que c'est un problème? Non, je crois que dans la stratégie nationale de logement, qui est un document politique pris par le gouvernement, des mesures sont prises. Et ces mesures trouveront leur application effective avec ce nouveau code foncier. Mais tout cela participe de ce que nous appelons la politique d'urbanisation et d'aménagement urbain. Bon, il faut reconnaître que le fait que la propriété est privée engendre ces cas. Bon, l'État envisage aujourd'hui
mener vraiment une politique d'urbanisation. Et cette politique ne peut se faire que si nous prenons la ville de Lomé, avec l'élaboration du schéma directeur du Grand Lomé. Nous irons vers ce que nous appelons le zonage du Grand Lomé. Ce qui veut dire qu'il faut limiter le Grand Lomé. Donc, il faut limiter l'extension des constructions au-delà du Grand Lomé si on est dans le Grand Lomé. Bon, maintenant, comment concilier le respect des individus, enfin le droit des individus et par rapport à la politique d'urbanisme? L'État se chargera des missions prises pour l'État dans cette condition, dans la politique de logements sociaux. Dans la politique de logements sociaux, il aura lieu de créer une institution, une structure qui peut être une structure mixte, qui va exproprier ou acheter de vastes domaines. Alors, si les vastes domaines, le domaine est acheté, l'État se chargera de les aménager. Quand l'État l'aménage, alors là, l'État peut prendre des mesures relatives à l'utilisation ou aux constructions sur ces terrains. Bon, cela amènera également à résoudre le problème de la cherté des terrains. Et je crois que ce rôle est dédié à cette structure que nous envisageons, qui est en voie de création. Et c'est à partir de là que l'État pourra faire la politique lorsqu'il est propriétaire d'un terrain. Et aujourd'hui, l'État ne peut être propriétaire d'un terrain qu'en l'expropriant ou en l'achetant. Donc, quand l'État va acheter de grands domaines, l'aménager et faire en sorte que les voies, la voirie soit aménagée, qu'il y ait de l'électricité, de l'eau. Vous voyez, je pense que les citoyens iront vers là pour acheter des terrains. Et là, l'État dira, sur ce terrain, voici les habitats qui peuvent être construits. Mais si l'État n'est pas propriétaire, il sera difficile de faire cette politique, d'imposer ça à des gens qui sont sur leur terrain privé. Je pense que l'explication est claire. Non, l'explication est claire. Monsieur le ministre, il y a certains communiqués, les cas ne sont pas les mêmes. Vous prenez Soutoubois, vous prenez certaines localités à Nié ou Soutoubois, ce n'est pas la même chose. Comment est-ce que l'État entend maintenant gérer ces cas-là? Il y a des cas particuliers, gérer ces cas-là pour promouvoir le vivre ensemble. Non, vous savez que les grands principes même de notre code foncier national, et ses objectifs principaux, c'est de créer une cohabitation pacifique entre tous les citoyens. Éviter la déchirure du tissu social. Et telle est la politique du gouvernement depuis plusieurs années. Effectivement, le foncier est source de conflits. D'abord, dans les familles, nous assistons à des situations où des pères, des frères de même père, même mère, se querellent pour toujours, hein? Ah oui, non, à cause du foncier. Donc, ce n'est pas les litiges fonciers ne sont pas liés seulement parce que c'est de différentes communautés qui cohabitent. Non, même dans les mêmes familles, nous avons des problèmes fonciers. Donc, il y a lieu de faire en sorte que ces problèmes soient résolus. Bon, maintenant, quelques cas particuliers dont vous parlez, et notre code foncier national a prévu des mesures et a donné des prérogatives à l'État de prendre des mesures pour régler ces cas particuliers. Et les cas particuliers là ne peuvent pas être résolus par un code foncier. Non. Un code, c'est des dispositions d'ordre général. Mais une étude sociologique, économique et culturelle doit être faite dans les différentes localités où ces problèmes existent.
vous savez, des gens sont installés sur des terrains il y a plus de 100 ans. Oui, oui, effectivement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas retourner aujourd'hui à leur lieu d'origine parce qu'ils sont installés là-bas il y a plus de 100 ans, 50 ans. Oui. Mais en réalité, quand vous allez dans ces milieux, les mariages ont fait que des gens vivent en réalité en paix. Bon, on cherche souvent à savoir quelles sont les causes de ces litiges. Donc, nous pensons qu'une étude doit être faite pour que des solutions particulières soient apportées à chaque localité. Le cas de Badou, par exemple, Oui. n'est pas le cas de Lavagnon, de Soutoubois, de Soutoubois, de Wahala ou de Bodje. Donc, les cas diffèrent les uns des autres. Et il faut une étude pour apporter des solutions durables. Et là, ce n'est pas le code foncier qui va résoudre ce problème. C'est une autre politique de l'État et une autre démarche que l'État doit entreprendre pour pouvoir atteindre cet objectif. Et le code foncier a pris des mesures pour cela. 90 27 58 45. 90 27 58 45. Vous envoyez le message uniquement par ce numéro, le message WhatsApp 90 27 58 45. Si vous voulez poser les questions à notre invité, je rappelle que nous sommes avec le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, Maître Fiatou. C'est nous qui tente de nous donner les avantages du nouveau code foncier qui a été adopté. Et si vous avez des questions maintenant, vous envoyez uniquement vos questions par message WhatsApp 90 27 58 45 90 27 58 45 à notre invité. Monsieur le ministre, on va poursuivre rapidement cette émission. Vous le savez, les problèmes fonciers divisent profondément les communautés. Vous l'aviez déjà abordé et pose le problème du vivre ensemble. Peut-on dire avec ce nouveau code foncier que c'est terminé désormais les problèmes fonciers au Togo? Non, vous savez, ce serait osé de dire qu'avec ce code foncier national, que c'est fini. Que c'est fini. Mais sa mise en œuvre réduira les problèmes. Vous savez, nous constituons une société humaine. Et on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes. Le gouvernement s'attellera à créer les institutions de mise en œuvre et veillera à l'application effective des dispositions contenues dans ce code foncier national. Et nous garantissons que les litiges, les problèmes, les crises vont diminuer considérablement. Au Togo. Au Togo. Qu'en est-il avec la question des loyers? Le prix des loyers, chacun parle de 18 mois, d'autres donnent 2 ans. Qu'est-ce que le gouvernement prend comme mesure pour réguler également ce secteur? Bon, et reconnaissons que le foncier relève d'un domaine, je peux dire, de liberté de marché. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les transactions foncières, la vente des terrains, la fixation des prix, respectent la loi de l'offre et de la demande. Vous verrez que dans certains milieux au Togo, un lot de terrain peut coûter 10 millions, alors que dans un autre lieu, ça coûte 500 000 ou 1 million. Mais cela ne suppose pas que l'État ne doit pas intervenir. Alors, pour que l'État intervienne efficacement... J'ai pris le cas des loyers, par exemple. Non, je sais. Oui, allez-y. Par rapport... Mais, le loyer est lié au logement, à un immeuble bâti, nous sommes d'accord. Bon, lorsque l'État, comme nous le faisons déjà, avancera davantage dans sa politique de construction de logements sociaux ou de logements à prix à loyer abordable. Lorsque le gouvernement mettra en œuvre sa politique à travers la société ou la structure envisagée pour l'achat des terrains et le revendra
à prix modéré, lorsque l'État va construire lui-même des bâtiments et en hauteur, et qu'il fixera le prix des loyers des bâtiments que lui-même il a construit, et que les citoyens iront vers les HLM, comme on le dit souvent, et que les citoyens, le jeune qui ne commence pas à travailler, va louer ces logements à prix modéré fixé par le gouvernement lui-même. Vous voyez que les prix des autres loyers vont tomber. Mais aussi longtemps que cette politique n'est pas vraiment effective et que l'État lui-même ne prend pas des mesures pour construire, acheter des terrains pour leur revendre, cela ne peut pas arriver. Et je crois que nous l'avons commencé dans ce mandat social du président de la République. Le gouvernement a acheté aujourd'hui plus de 60 hectares de terrain dans la région maritime, la région des plateaux, centrale, Kara et Sava. Ces terrains rentreront dans l'apport du gouvernement en faveur des sociétés immobilières pour la construction des logements de qualité et à loyer modéré. Ce qui permet aux jeunes fonctionnaires dans ces villes de se loger dans ces bâtiments à un prix modéré. Le temps pour eux de réfléchir, après 20-30 ans, de faire leur propre logement. Cela obligera nécessairement les propriétaires privés, puisqu'ils ne trouveront pas des preneurs. Ils seront obligés de réduire pour faire concurrence avec le gouvernement, et ils seront obligés de s'arrimer sur le prix et des loyers fixés par le gouvernement. Donc c'est ça la politique que le gouvernement veut adopter. Effectivement. Et tout cela rentre dans le mandat social du président de la République. Et je crois que nous avons déjà entamé le projet pilote d'Adido Gomé avec la construction de logements, des logements. J'espère que là aussi les travaux avancent. Les travaux avancent énormément. Il suffit de faire un tour là-bas. Je crois que même tu n'auras plus la chance d'être candidat à l'acquisition d'un immeuble là-bas. Merci beaucoup. Voilà, une question vient de nous parvenir. Bonsoir, monsieur le ministre. Je voudrais savoir comment se passe le titre foncier d'un don de terrain. Merci beaucoup pour la réponse. Coco. Voilà. D'accord. D'un don de terrain. Donc, il faut dire que